Bienvenue à tous, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette émission Entretien. Nous l'avions promis, cette semaine, les émissions Entretien et beaucoup d'autres émissions de Télé 7 seront essentiellement consacrées au sommet, au 14e sommet de la francophonie qui se tient dans notre pays dans quelques jours. Et déjà, les invités de marque arrivent, les délégations viennent déjà à Kinshasa. Mais pour ce numéro, nous allons recevoir un homme que beaucoup connaissent, mais que nous allons présenter tout de même. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Dr Tarcisse Loseke. Il est médecin neurologue, mais un véritable acteur politique, mais aussi membre fondateur du parti politique SID. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Voilà, nous avons le plaisir de vous recevoir dans le cadre de cette émission. Nous allons parler de la francophonie, docteur. Notre pays accueille pour la première fois le 14e sommet de la francophonie. Et ce sommet que nous avions entendu depuis beaucoup d'années aujourd'hui, le Congo quand même arrive à l'organiser. Comment vous analysez tout ça en tant qu'acteur politique? Ok. D'abord, merci pour l'invitation que vous m'avez lancée pour cette émission. Et merci aussi aux téléspectateurs qui suivent cette émission à un moment où notre pays va connaître un événement de taille qui est le 14e sommet de la francophonie. Et pour répondre à votre question, je vais aller direct au but en disant que c'est le sommet de la francophonie qui a eu lieu en 2010 qui a décidé que Kinshasa accueillerait ce 14e sommet. Et à ce moment-là, le Congo n'avait pas encore des problèmes de légitimité. Je vais dire qu'à ce moment-là, nous n'étions pas en période post-électorale avec des querelles qu'il y a pour le moment. Donc, c'est de tout cœur que nous accueillons nos hôtes de marque qui viennent dans notre pays, ici à Kinshasa, pour ce sommet de la francophonie. Ça, c'est sur le volet général. Mais en ce qui concerne l'organisation, nous avons l'impression que n'eût été le secrétaire général de la francophonie lui-même, il y aurait eu un échec de ce sommet, puisqu'il y a de l'improvisation et il y a un déficit d'organisation criant dans le chef du gouvernement congolais. Nous y reviendrons peut-être, mais il y a des aspects qui choquent dans l'organisation. Mais qu'est-ce que vous reprochez à l'organisation? On a vu, à la télé, on montre par exemple les lieux où devront se tenir les réunions au Palais du Peuple. Tout a été remis en état. L'hôtel du Fleuve, ex-CCIZ, aujourd'hui vient d'être inauguré. L'hôtel est maintenant plus ou moins presque le même niveau que le Grand Hôtel ex-Inter. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Le village francophonie au stade, tout le monde l'envie. Est-ce que tout ça, ça ne suffit pas pour donner une bonne image de notre pays? Tout cela a l'air cosmétique pour taper à l'œil de nos visiteurs, de nos invités qui arriveront. Et lorsque vous allez, par exemple, à l'aéroport d'Ndjili, vous trouvez que tout est fait à désordre et c'est tellement chaotique qu'on se demande quand se terminera ce chantier à l'aéroport d'Ndjili, qui est d'ailleurs la porte d'entrée de notre pays. Et rien n'a été fait pour renouveler les infrastructures, pour ne serait-ce que mettre un peu d'embellie dans ce qui existe habituellement. Et c'est de la honte pour nous, les Congolais, de voir que notre pays, qui était si fier antérieurement, à l'époque que je ne citerai pas, se trouve actuellement dans un état piteux à cause de la gestion des gens qui dirigent le pays actuellement, qui ne se soucient pas de l'organisation ou la bonne gouvernance de ce pays. Voilà, nous allons maintenant rentrer dans le sommet lui-même. Le thème, il est très évocateur, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale. Qu'est-ce que ce thème vous inspire, docteur? Bon, moi-même, j'étais ministre de l'Environnement. Je sais l'importance de l'environnement et de la biodiversité. Oui. En fait, le Congo est parmi, après le Brésil et le pays qui a un potentiel de
de biodiversité le plus important au monde. Oui. Et nous sommes, en ce qui concerne la gestion de l'ozone, un des pays cibles bien classés au niveau des Nations Unies. Donc nous pouvons dire que ce thème est le bienvenu dans ce sommet qui nous intéresse au plus haut niveau. Mais je me demande ce qu'en fait nos dirigeants actuels, ceux qui dirigent le Congo actuellement, parce que nous avons beaucoup de problèmes environnementaux, ne serait-ce qu'à ce qui concerne l'assainissement du milieu. Lorsque vous sillonnez la ville de Kinshasa ou l'intérieur du pays, tout est à l'état d'abandon. Kinshasa, qui était Kin-Label, est aujourd'hui Kinshasa la poubelle. Donc, déjà un problème d'environnement. Peut-être que parce que vous revenez de Bruxelles, là, mais au moins, le boulevard, chaque matin, reçoit un coup de balai, on ramasse des ordures par-ci, par-là. Il y a quelque chose qui change quand même, docteur. Mais Charlie, tout le monde ne vit pas dans le boulevard du 30 juin. Moi, je pense à ceux qui vivent à Kaluka, je pense à ceux qui vivent à Massina et à Kinseso et j'en passe. Donc, toutes ces personnes ont droit à avoir un environnement sain, ce qui n'est pas le cas dans cette ville de Kinshasa, où vous avez un gouverneur qui trône là, qui ne sait qu'aller ramasser des sacs d'argent au marché, mais il ne fait absolument rien pour ne serait-ce que la salubrité du marché de Kinshasa. Voilà, enjeux économiques, est-ce que c'est ça aussi qui se trouve à la base des guerres que notre pays ne cesse de connaître? Aujourd'hui, les minéraux du Congo ou les potentialités, comme vous avez évoqué là, se trouvent être aussi les malheurs du Congo. Qu'est-ce qui explique tout ça? Bon, ce sont de dire que nous sommes potentiellement riches alors que cela ne profite nullement au peuple congolais. Je peux vous dire que le pillage qui est dans notre pays actuellement est un pillage organisé et dans lequel est impliqué les hauts responsables de ce pays. Donc, c'est un pillage organisé qui appauvrit notre pays avec la complicité, bien sûr, de ceux qui nous dirigent. Et vous parlez d'enjeux économiques. Pour redresser l'économie, il faut commencer par mieux gérer votre pays, mieux gérer cette économie. Mais lorsque la corruption est devenue le mode de vie dans ce pays, on ne pourra rien faire. Nous n'allons pas nous insérer dans la gouvernance mondiale qui a des restrictions et qui a des impératifs. Notre pays est parmi les pays les plus corrompus au monde. Nous arrivons vraiment au top niveau des pays, je dirais même top 5 des pays les plus corrompus au monde. Est-ce que c'est bon, en tant que Congolais, est-ce que vous êtes fier quand le pays est caricaturé comme maintenant là, avec des images comme telles? Est-ce qu'on peut être fier d'être Congolais dans ce sens-là? Non, je ne suis pas du tout fier et beaucoup d'autres d'ailleurs ne sont pas fiers d'être Congolais dans la situation actuelle et avec les dirigeants actuels. Et nous pensons, et moi personnellement j'y crois, qu'il y a des personnes qui peuvent diriger mieux le Congo dans la situation actuelle. Et vous savez qui a été élu on va revenir aux élections de 2011 on va pas revenir qui a un programme de gestion solide pour non seulement combattre la corruption, mais aussi améliorer le climat des affaires dans la transparence et avec une justice. Voilà, nous n'allons peut-être pas revenir sur les élections, on va revenir sur le 14e sommet de la francophonie. Aujourd'hui, le sommet se tient, on annonce déjà que 23 chefs d'État seront là, les délégations venues de plusieurs pays du monde vont visiter la RDC. Aujourd'hui, docteur, si nous avions un message à adresser à toutes ces délégations, ce serait lequel? Non, nous devons d'abord les accueillir chez nous, selon l'hospitalité africaine, et leur montrer le vrai visage du Congo tel qu'il existe à l'époque des dirigeants actuels qui sont, comme vous savez, décriés par le peuple congolais. À ce moment-là, ils partiront avec l'image qu'il faut faire quelque chose, même s'ils le savent déjà. Ils savent déjà que c'est un pays qui est mal gouverné, qui est mal géré, où la corruption est pérenne, comme je l'ai dit, où toutes les antivaleurs constituent les lots quotidiens de notre vie dans ce pays. Eh bien, ils partiront avec cette image. Ne soyez pas surpris si je vous disais qu'au moment où ils arrivent tous, surtout les chefs d'État,
ils ont une fiche bien faite sur le Congo avec tout ce que j'ai dit là. Donc, ils vont se rendre compte de ce qui s'est dit et c'est la réalité. Mais on vous accuse aussi, vous qui êtes souvent, vous qui habitez en dehors du pays, vous qui êtes dans la diaspora comme on dit, de beaucoup travailler aussi à caricaturer l'image du pays alors que vous n'êtes plus presque connecté avec les réalités du Congo profond. Pas du tout, pas du tout. On n'est pas déconnecté. Au contraire, nous sommes bien connectés avec le pays, avec le Congo, même le Congo profond. Donc, je peux vous dire que nous savons tout ce qui se passe aussi bien, pas seulement dans la capitale qui est Kinshasa, mais aussi à l'intérieur. Le peuple est abandonné, le peuple vit dans une misère insoutenable et nous devons tout faire pour sortir ce peuple de là. Et ce n'est pas avec les dirigeants actuels que nous sortirons de là. Alors, la francophonie, c'est quelques jours. Est-ce que vous pensez que c'est la francophonie qui va résoudre tous ces problèmes que vous êtes en train de décrire? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a aucune relation entre la francophonie et la gestion du pays. Et il n'y a aucune relation entre la francophonie et les élections que nous avons eues. Nos problèmes internes, nous devrons les résoudre nous-mêmes, Congolais, et éviter de faire à ce que ce soit le chef d'État ou François Hollande qui viendrait ici pour légitimer certaines autorités ou un certain gouvernement qui est là par défi. Donc voilà, François Hollande, vous avez cité son nom. Il y a un moment où la venue du président français était devenue presque la question principale de toutes les rédactions. Viendra ou ne viendra pas, finalement, il avait décidé de venir à Kinshasa, donnant ici quelque peu, mettant un peu, prenant un contre-pied, j'allais dire, la diaspora et notamment des organisations qui militaient pour que ce sommet ne se tienne pas au pays. Comment aviez-vous accueilli tout ça, cette annonce de la venue de François Hollande à Kinshasa? Je peux vous dire tout de suite que je suis parmi ceux-là qui ne voyaient aucun intérêt au boycott, pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsque les décideurs occidentaux, par exemple, décident de boycotter un sommet ou des assises internationales ou un événement mondial, ils n'ont pas besoin de se référer au pays ou au lobby de ce pays. Donc, M. Hollande, François Hollande, pouvait décider à tout moment de venir au Congo sans se référer à tout ce que nous avons fait comme pression pour qu'il ne vienne pas. Deuxième chose, c'est que à un moment donné, je pense, et je suis de ceux-là qui ont fait la démarche auprès de la France pour que M. Hollande vienne et constater les réalités. Et à ce sujet-là, il a reçu un tableau clair de la situation du pays et il vient avec ce tableau-là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il a tenu à recevoir l'opposition. C'était une parmi les conditions pour qu'il puisse venir et il a accepté de venir. D'autres conditions comme la commission électorale, les violations des droits de l'homme, tout ça, ce sont des conditions qui ont été posées, mais il ne se fait pas d'illusion puisque ceux qui nous dirigent ne tiennent jamais la parole et n'accompliront jamais ces conditions. Et il a bien dit qu'il fera ce qui se dit soit fait. Donc, gare à ceux qui promettent de faire des choses, s'ils ne les font pas, ils seront pris au piège. Mais attendez, de ce qu'ils ne font pas. Vous n'allez pas vous fier à ces paroles qui peuvent être politiques, puisque dans son propre pays, il y a des choses qu'il avait hier annoncées, mais qu'il n'est pas exactement en train de faire la même chose. Que vous pensez que ça ne va pas être le cas chez nous aussi? D'abord, il nous appartient à nous-mêmes de faire aboutir des promesses qui nous ont faites. Les promesses qui nous sont faites sont des promesses qui doivent être réalisées, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne la situation de l'Est. Mais si nous nous rendons compte que la situation ne change pas et qu'à l'Est, c'est toujours l'insécurité qui règne et que les droits de l'homme sont constamment violés, comme cela a été le cas jusqu'aujourd'hui, eh bien, nous prendrons à témoin ceux qui étaient là ou qui seront là à la francophonie, notamment le président Hollande.
Mais nous ne demandons pas à ce que le président Hollande soit l'arbitre de la situation congolaise, puisqu'il n'est pas concerné par ça. Par contre, la France est la 4e puissance mondiale. Donc c'est un pays membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité, et ce pays-là peut faire beaucoup lorsqu'il se rend compte que tout un peuple est floué par les dirigeants qui n'ont ni cœur ni amour pour le pays. Alors aujourd'hui le sommet se tient à Kinshasa alors qu'on parle de la gouvernance mondiale, mais il y a aussi une grande difficulté, notamment en Afrique, où un autre État africain, ou même deux, la République démocratique du Congo, mais aussi le Mali, connaissent des difficultés en ce qui concerne l'insécurité avec les forces négatives qui occupent le nord du Mali. Chez nous, à l'est du pays, il y a les M23 et toutes les forces négatives qui opèrent dans cette partie du pays. À quel niveau situez-vous, par exemple, cette question dans les débats qui vont avoir lieu de jeudi, plutôt de vendredi à dimanche ici à Kinshasa? Les deux situations ne sont pas comparables. Au Mali, vous avez la partie nord qui est occupée par les extrémistes et les terroristes, hein, dérivés de l'Al-Qaïda. Et ces organisations terroristes-là essayent de trouver un terrain pour développer leurs activités terroristes. Mais chez nous, c'est une autre situation. C'est notre propre pouvoir, notre propre président de la République qui a signé des accords avec une rébellion interne, laquelle rébellion constate actuellement qu'elle a été flouée par ceux qui dirigent le pays après avoir aidé ce chef d'État même à se faire élire dans les massiciers et autres. Donc, c'est un problème purement interne de la gestion interne. On dit que cette rébellion est soutenue par le Rwanda. Il y a des rapports là-dessus qui témoignent que cette rébellion est soutenue. Mais nous pouvons dire aussi que lorsque l'AFDEL est arrivé, avec ceux qui trônent actuellement à la tête du pays, c'était la même chose. Donc, toute rébellion est soutenue de l'extérieur, mais il appartient au pays et aux autorités du pays d'organiser son armée, d'organiser les services de sécurité pour mater la rébellion et ramener de l'ordre et la paix dans le pays. Ce qui ne se fait pas parce que ceux qui dirigent ce pays ont contribué à affaiblir l'armée et la raison pour laquelle une partie de notre territoire se trouve actuellement aux mains d'une rébellion qui est en train de narguer tout un pouvoir qui se dit légitime alors qu'il est illégitime. Alors, docteur Luseke, quel gain notre pays gagne-t-il en organisant un sommet comme celui de la francophonie? Bon, je ne parlerai pas des gains directement, puisqu'il faut que le peuple trouve son compte dans l'organisation d'un tel sommet. Mais si nous avions été un pays normal, un pays où nous avons des dirigeants valables, il y aurait eu d'abord une campagne d'explication envers le peuple pour que le peuple comprenne l'utilité d'un sommet, ne serait-ce que sur le plan culturel. Parce qu'il y a des décisions qui seront prises sur le plan culturel, notamment en matière d'enseignement, en matière d'environnement, comme nous avons évoqué, et en matière de gestion économique et la gouvernance. Et tout ça, il y a des retombées indirectes sur la population. Malheureusement, nous ne nous faisons pas d'illusions. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Pourquoi? Parce que les dirigeants actuels organisent ces sommets uniquement parce qu'ils ont l'intention de se faire légitimer par la communauté internationale. Mais il n'y a aucun sommet... Ce ne sont pas des préjugés ou des accusations gratuites, vous avez des preuves. Pas du tout. La propagande gouvernementale par le porte-parole du gouvernement ne fait que ça. Et c'est cette propagande-là, non seulement qui a créé ces mythes de légitimation du pouvoir actuel, mais qui entretient cela. C'est la raison pour laquelle il y a eu une réaction de la part de certaines forces des changements, notamment une partie de l'opposition et la société civile,
pour s'opposer à ce sommet. Pourquoi? Parce que lorsque le sommet se terminera, le gouvernement actuel, avec son chef, se réclamera d'avoir eu la légitimité internationale, ce qui n'est pas le cas. Et je dis au peuple congolais que le sommet n'a aucun but de légitimer quelconque autorité. Il n'y a aucune autorité dans ce pays, surtout pas ceux qui ont été élus de la manière dont vous savez, qui seront légitimés par le sommet. Le sommet est une organisation multinationale et qui permettra d'évoquer des sujets d'intérêt général qui intéressent tous les pays membres. Alors, le sommet, vous en parlez, c'est vrai. Est-ce que, docteur, la question que je vous pose aujourd'hui, acteur politique congolais, à un moment donné, vous ne pouvez pas, devant l'intérêt national, déterrer d'abord vos divergences, par exemple politiques. C'est tout à fait normal que dans un pays, qu'il y ait plusieurs points de vue sur le plan politique. Mais est-ce que devant des questions comme celle-ci, où tous les pays, l'honneur revient au pays, par exemple sur le plan international, d'organiser un sommet comme celui-ci, et vous mettez de côté tout ce qui vous divise pour voir un peu l'intérêt de la nation? Tout à fait. Nous aurions été prêts à taire nos divergences devant un tel événement à caractère international, mais seulement ceux qui nous dirigent croient qu'il y a un fonds de commerce dans ces sommets, ces 14e sommets, et je tiens à le dire haut et fort, c'est ce qui a provoqué la levée de boucliers de certaines organisations, comme j'ai dit. Si les porte-parole du gouvernement n'étaient pas en train de chanter à tout moment que l'arrivée de M. Hollande, par exemple, serait une bonne légitimation de son gouvernement et de son chef, eh bien, je crois que les choses seraient passées sans problème et nous tous, nous allions adhérer à ce sommet qui est un sommet, qui est une fierté pour notre pays, malgré la mauvaise organisation que j'ai stigmatisée tout à l'heure. Docteur, est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui vous divise, malgré tout cela, est-ce que nous en sommes encore à ce niveau où le Congo, 52 ans après, doit avoir besoin qu'un pouvoir soit légitimé, par exemple, par l'extérieur? Non, c'est une attitude néocolonialiste qui est entretenue d'ailleurs par le pouvoir en place. Parce que pensez que... Mais vous aussi, parce que vous pensez que Hollande doit venir légitimer le pouvoir. Non, non, ce n'est pas nous, je viens de vous dire. Oui. C'est la propagande gouvernementale avec le porte-parole du gouvernement que vous savez, à la longueur de journée, dans les médias qu'ils ont confisqués, ils ne parlent que de cela. Donc, vous comprenez que quelque part, il y a un amour propre, les autres, les forces de changement, ont réagi par rapport à ça. Mais je vous ai dit que moi, je suis de ceux qui ont soutenu que M. Hollande, puisque c'est de lui qu'il s'agit, M. François Hollande puisse venir à Kinshasa et toucher du doigt les réalités de ce pays. Il a déjà une fiche de renseignements bien fournie avec tout ce qui se passe dans ce pays, mais il va constater des visus comment ce pays est géré et quels sont les acteurs politiques qui sont dans ce pays. Alors, docteur, on va peut-être finir par là. Le président François Hollande va venir à Kinshasa, mais il passe d'abord par Dakar, là où il est prévu aussi qu'il prenne la parole. Nous aurions bien souhaité que la première visite africaine de François Hollande soit au sommet de la francophonie à Kinshasa, que non, il commence par le Sénégal pour passer par ici. Comment vous expliquez, comment vous comprenez tout ça? Est-ce que Dakar vole la vedette à Kinshasa? Vous poserez la question à M. François Hollande dans quelques jours quand il sera là. Mais moi, j'ai une idée là-dessus. Eh bien, M. François Hollande a voulu démontrer que, étant membre de l'internationale socialiste qui défend des fondamentaux qui sont des valeurs universelles, notamment la démocratie, eh bien, il devait passer d'abord par un pays qui a démontré qu'il peut organiser une élection démocratique avec une alternance au pouvoir sans problème. Les contrées de notre pays, où il y a eu un hold-up électoral, mais il vient de lui-même, c'est une décision personnelle pour se rendre compte, en voyant les membres du gouvernement avec M. Kabila en tête et l'opposition, il va se faire une idée de ce que c'est la gestion de ce pays
un pays qui n'est pas du tout démocratique, un pays où les leaders se maintiennent par défi. Alors, nous allons vraiment finir parce qu'on n'a plus assez de minutes, mais je vous pose une question. Vous êtes l'un des principaux collaborateurs de M. Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, le sommet de la francophonie arrive. Il est prévu une rencontre entre lui et M. le président français François Hollande. Dans quel état d'esprit, vous qui le fréquentez souvent, attend-il cette rencontre? Le président Tshisekedi attend cet événement avec beaucoup d'impatience pour avoir un tête-à-tête avec M. François Hollande, qui connaît depuis longtemps, pour être tous les deux membres de l'Internationale socialiste. Comme vous savez, il sera le dernier leader politique à être reçu par M. François Hollande. Donc il aura le temps de faire le tour de toute la situation politique et tout ce qui mine ce pays, notamment en matière de gestion et en matière d'insécurité. Donc le président Tshisekedi est très serein et il attend avec impatience de rencontrer son homologue français. Voilà, son homologue, ça c'est le discours de votre camp politique, c'est vrai. Et oui, c'est son homologue justement, français, c'est le président élu légalement et légitimement. Oui, ça c'est vous qui le dites, et pas la CENI qui ne vous a pas donné cela. On ne va pas revenir sur ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, nous... C'est pas la CENI des corrompus. Vous allez parler une minute aux Congolais et aux étrangers aussi qui nous suivent ici. Nous n'allons pas seulement donner l'impression que c'est un pays où rien ne marche et tout ça. C'est un pays où les gens réfléchissent. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais par rapport à ce sommet? D'abord, avant de m'adresser aux Congolais, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos invités des marques qui viendront à Kinshasa pour le 14e sommet de la francophonie. Notre pays, le Congo, la République démocratique du Congo, a toujours été une terre hospitalière de nos ancêtres et nous ferons assez que, malgré nos divergences, ils quittent ce pays avec un bon souvenir dans l'ensemble. Mais pour le peuple congolais, je dis ceci, c'est vrai que vous n'êtes pas concerné d'une manière directe par cet événement. Eh bien, ne soyez pas découragés, essayez d'accompagner les organisateurs de ce sommet de telle sorte que tout se passe dans la paix et dans la tranquillité, de manière à ce que nos invités puissent se retourner avec une bonne image de notre pays, malgré nos divergences que nous allons régler après, mais qu'ils retournent avec l'image d'un pays où il y a une population paisible et une population hospitalière. Merci beaucoup, docteur. Merci, je crois que nous Charlie. allons le revoir pour d'autres entretiens. À bientôt. Merci à vous tous qui nous avez suivis dans le cadre de cet entretien. Je crois que le sommet se tient cette semaine, à partir de ce vendredi, que tout le monde donne l'image d'un Congo organisé, uni, fort et prospère, pourquoi pas, parce que tous ceux qui viendront devront rentrer avec une image des Congolais qui sont capables aussi de pouvoir taire leurs divergences et parler intérêt de la nation. Merci encore une fois de plus et à la prochaine. Merci, Charles. Merci, docteur.